Salut à toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Bah, écoutez, j'espère que moi aussi, parce que du coup, lundi, on a CCPE, c'est-à-dire secrétariat, et mardi, on a gestion, donc elle nous a donné deux, parce qu'en ce moment, on fait les réclamations, vous savez, les lettres de réclamation, les lettres de... Donc j'ai encore ma petite copine avec moi, voilà, je ne lâche pas, mon bébé. Donc aujourd'hui nous allons faire science, donc je vais vous parler, oui alors je sais plus où j'en étais, oui je parlais de ma formation, oui voilà. Donc mardi on a, et le 28 on a évaluation. Évaluation de secrétariat. Donc je vais y aller et je vais pas me prendre la tête cette fois-ci, parce que la dernière fois je me suis pris la tête. Et là je vais pas me prendre la tête et je vais leur faire une évaluation qui va tous être écœurés. Voilà, au moins ça c'est réglé. Et donc Fatima elle est venue me présenter ses excuses. Donc j'ai dit, écoute, c'est pas besoin, parce que, enfin, tu n'as pas besoin de me présenter tes excuses, parce que personnellement tu m'as rien fait. J'ai dit, moi c'est juste que bah, j'ai cuit les chemises avec Dinora et que moi je peux pas te parler, en sachant que peut-être tu vas aller raconter ma vie ou attendre, écouter, enfin, rapporter ce que je t'ai dit ou ce que tu as entendu. J'ai dit donc du coup, voilà pourquoi, j'ai dit, mais moi personnellement j'ai rien contre toi. Elle m'a dit, ah bon ça va et tout, parce que je peux faire mieux si on peut se parler, machin et tout. Je dis, ouais, ben ça va, y a pas de souci, mais tu au début on rigolait bien et tout. Je dis, ouais, ben c'est sûr. J'ai dit, mais voilà, le fait est que, comme je t'ai dit, ça fait 2 ans que je tripote l'oreille de ma chienne. Je rentre le bout de l'oreille dans l'oreille. J'essaie de lui faire tenir. Ça ne peut pas. Et donc elle me dit, voilà, donc j'ai dit, bah, écoute, ça va, y a pas de souci. Donc voilà, donc bon, on va dire, à part Dinois, Dinois, je la calcule pas trop. Mais sinon, je me suis, on va dire, rabiboché un peu avec tout le monde. Ben, de toute façon, c'est pas moi qui vais revenir et c'est toi qui as tort. Donc du coup, voilà, moi je reviens pas, déjà, même que j'ai raison ou que j'ai tort. Enfin non, que j'ai tort, c'est rare. Mais imaginons que j'ai tort. De toute façon, une fois que je me suis disputé ou une fois que... Enfin bon, moi si je reste planté sur mes positions, c'est que j'ai raison. Hein. Sinon, je dis excuse-moi, je me suis trompé, tu vois, enfin bon. Donc voilà, donc du coup, et puis elle me fait de la peine parce qu'elle aussi, elle vient d'avoir, enfin, elle a eu ses 2 AVC, elle est tombée l'autre jour, donc bon. Ouais, voilà. Donc du coup, j'ai fait ma BA parce que figurez-vous que la dernière fois, la voisine, celle du 5e, elle, une vieille, elle me tape, et enfin non, elle me tape à la porte. Et je la vois et elle me dit oui, non parce qu'elle m'a tapé, sa belle-fille, elle m'a tapé, ou sa fille, non sa fille, elle m'a tapé là, à la porte la dernière fois parce que du coup, par rapport à l'ascenseur, la panne d'électricité. Voilà. Et donc la dernière fois je l'ai croisée, sa mère, donc du coup, et elle me dit oui, ma fille elle est passée, elle me dit oh, elle me dit tu as une voisine, elle a l'air gentille, machin et tout, alors elle me dit oui, bon. Et donc elle tape à la porte et je la vois et elle me dit oui, je viens vous voir parce que vous savez pas l'adresse du... Enfin, le numéro de téléphone est directement de l'ascenseur parce que du coup, elle habite au 5e, quoi. Donc, j'ai dit non, j'ai dit, moi je l'ai pas, hein. J'ai dit moi, bon, ça va, j'habite au 3e, et j'ai dit mais je ne prends plus l'ascenseur, ça fait longtemps. Bon, enfin. Et donc, je la vois avec ses courses. Et elle est plus petite que moi, vous voyez, tout à... Et j'ai dit, vous voulez, j'ai dit, ben attendez, je vais vous montrer les courses. Non, non, c'est pas grave et tout. Et j'ai dit, non, c'est vrai, je vais vous monter les courses. Je vais pas vous fermer la porte et vous laisser monter les courses. Et voilà. Donc j'ai monté les courses, je suis chez elle au 5e. Et donc du coup, ben, il y a 2 jours, elle est venue m'apporter 4 parts de gâteau. Et voilà, voilà. Vous voyez ce que c'est? Ouais. Bon, voilà. Donc aujourd'hui, nous allons faire science pour bien terminer la semaine. Puisque du coup, j'ai décidé que les fins de semaine, on ferait bah, tout ce qui est écologie, science, planète, bon voilà, pour un peu égayer le week-end. Alors, réchauffement climatique, la solution de demain. Il a inventé un moteur qui ne fonctionne qu'avec de l'eau et du soleil. Pierre Gervais, ouais, affirme avoir inventé le moteur du futur qui permettrait de lutter contre le réchauffement climatique. L'homme de 58 ans, enseignant en génie thermique, ah ouais non mais trop, a conçu un prototype capable de convertir l'énergie thermique en énergie mécanique sans émettre de CO2. Il n'a besoin que de l'énergie, de l'eau et du soleil, c'est-à-dire de l'énergie, c'est-à-dire. Il est persuadé que son invention va... Oui, d'accord. Elle est capable de convertir la chaleur thermique en énergie, ah voilà, d'accord, mécanique, sans aucune combustion.
Elle n'utilise que de l'énergie, de l'eau et du soleil. Oui, non, mais d'accord, mais... oh, il n'y a donc pas d'émission de CO2 nocive pour l'environnement. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que c'est nocif. Non, mais c'est grave de dire que le CO2, c'est nocif pour l'environnement. Non, non, c'est grave. Franchement, c'est grave. Sur le fonctionnement de sa roue thermogravitationnelle. Et très simple. Ah ben écoutez, j'espère en tout cas qu'elle est plus simple que son nom. Parce que du coup, actuellement, il s'agit d'une maquette. Oh, composée de bouteilles et de paille en plastique. D'accord. Posée sur un petit bassin rempli d'eau. D'accord. Les bouteilles sont suspendues, elles contiennent beaucoup d'air et un peu d'eau qui est reliée au bassin grâce aux pailles. Ok. Le système repose sur le principe de transfert de chaleur qui permet d'engendrer un mouvement rotatif et entraîne la production d'électricité comme les éoliennes. Ah ouais, alors ça va pas marcher. Alors je t'explique. Alors, pour fonctionner, le tout doit ainsi être installé à la fois au soleil et à l'ombre. Non. Le moteur transforme le rayonnement solaire en énergie mécanique à partir d'un faible écart de température, sans ça, il ne tourne pas. Pour l'instant, la structure de son invention est en polystyrène. Non, c'est grave. Non, c'est grave. C'est grave que West France, il use de l'encre, du papier et tout pour ça. Non, moi je croyais que c'était des trucs super... Non, d'accord, ok. Oh, mon Dieu, les extraterrestres! Quelle est cette étrange lumière verte repérée par la NASA au-dessus du Jupiter? Oh bah ouais, c'est quoi? C'est les extraterrestres. Alors, des photos prises par la mission Juno dévoilent une lueur spectrale. Bon, c'est un point, hein. Dans des vortex de Jupiter, quel est donc ce mystérieux point lumineux? Mais parce que si c'est Jupiter n'était pas rouge. Non, Saturne, c'est Saturne qui est rouge. C'est la tempête, la grosse tempête. C'est le méga cyclone qui fait des milliards et des milliards de kilomètres de circonférence. C'était où? C'est sur quelle planète? Elle n'est pas rouge? Non, parce que là, elle est bleue. Donc, je comprends pas. C'est bizarre. Attendez, c'est quoi l'histoire? Non, moi, je crois qu'ils nous prennent vraiment pour des cons. Vraiment. Non, mais parce que... Non, mais lol, regardez l'image. Non, mais ça, tu fais sur une tablette graphique. Ah ouais, non, mais... c'est n'importe quoi. Alors, cette lumière est en réalité un bref éclair lumineux qui s'est produit dans la partie haute de l'atmosphère de Jupiter, bien au-dessus de ces puissantes tempêtes. Ah oui, c'est ça. Non, c'est pas ça. Mais Jupiter n'était pas rouge. Je comprends rien. Je suis plus tout ça. Oui, non, moi je suis plus les couleurs des planètes. Hein, non, parce que du coup... Alors, parce que non, alors, la Lune, elle était sèche, mais là, il y a de l'eau. Alors, Mars, maintenant, il a une atmosphère bleue, alors qu'avant, c'était rouge, c'était tout rouge, c'était la planète rouge. D'ailleurs, la planète... Non, et là, je vois que Jupiter, donc si c'est celle-là, c'est un autre de Saturne. Ok. Mais c'est pas Jupiter qui a une tempête, une méga tempête? Ouais, c'est ça. Ah, maintenant, elle est plus rouge. Moi je savais pas, moi je croyais que, ben ouais, à la base elle était rouge. Je suis allée dans photos, et ils me sortent pas de photos. Ah, images. Oui, parce qu'ils n'ont pas des photos, ils ont des images. Ah, voilà. Oui, parce qu'il y a une différence. Là, je vous explique entre une image et une photo. Une image, il est d'accord, c'est artificiel. Et une photo, c'est une photo. Donc dans photo, vous en avez pas, et dans image, vous en avez. Alors voilà. Et elle change de couleur. Donc elle peut être bleue, comme là, vous voyez. Là, c'est plutôt dans les jaunes. Là, de ce côté, ouais, c'est pas trop. Vous voyez? Non, c'est bien, c'est bien. Ah ben voilà, vous voyez, vous avez les trois couleurs. Voilà, d'accord? Vous voyez, donc rouge, entre les deux, et bleu. Voilà, d'accord. Ok. Bon, ben écoutez, on sait qu'il y a 3 saisons. Voilà, on sait qu'il y a 3 saisons. D'accord, ça dépend un peu qui c'est qui était sur la palette. D'accord, ok. Bon, voilà, donc bon, c'est bien de Jupiter qui parlait. D'accord, ok. La planète rouge, du coup, maintenant elle est bleue. Bon, ok, pas de souci. On va suivre le move. Non, parce que du coup, moi maintenant, je ne veux plus contrarier personne. Donc, ok, elle est bleue. Donc, c'était un éclair. Et ouais, parce que nous, on a des éclairs. Ah, vous savez qu'on a des éclairs rouges, des éclairs bleus, des éclairs blancs. Vous savez, parce qu'il y a des espèces de
de feu follet, là, je crois qu'ils appellent. Nuages électromagnétiques, là, je ne sais rien. Enfin bon, ils sont de différentes couleurs. Alors ça, je sais pas ce que c'est, ce truc. Ah, c'est 7 sur 7. Une vidéo impressionnante de la NASA montre les émissions de CO2. Oh, mon Dieu, ils sont en jaune. Oh, que c'est joli. Oh, et puis ils ont fait un beau dégradé. Ah ouais. Oh, et puis ils ont imité l'atmosphère. Eh ouais. Non, parce que quand vous voyez ça... Non, alors attendez, je vous explique. Quand vous voyez ça, vous voyez, ça. C'est pas une photo. Vous voyez? C'est pas une photo, ça. C'est pas un satellite qui a pris la photo de la Terre. Vous voyez? C'est écrit dessus, c'est comme le port-salut. Non, je vous explique, c'est écrit dessus, c'est comme le port-salut. NASA Scientific Visualisation Studio. D'accord? Voilà. Grâce à l'utilisation de son satellite Orbiting Carbon Observatory 2, bon, ça, tu peux le faire du sol, hein, enfin, je veux dire, tu vois, comme... La NASA nous partage des images impressionnantes qui montrent non seulement la quantité de dioxyde de carbone qui pénètre chaque année dans notre atmosphère, mais aussi les endroits touchés, les sources d'émissions. Et oui, donc c'est ça. C'est le nom. Ah, d'accord, on est OK. Sur la vidéo ci-dessus, nous pouvons observer le dioxyde de carbone émis en 2021 représenté sous forme de fumée colorée. Ah oui, non, ça c'est sûr. Le bleu et le vert proviennent des écosystèmes terrestres tels que les plantes, les animaux et les océans. Le rouge représente la contribution de la combustion de la biomasse. L'orange, quant à lui, représente ce qui est libéré par l'utilisation des combustibles fossiles. Ceux qui clignotent en vert et en bleu. Ah, je veux même pas la voir la vidéo. Ça doit être le bordel. Alors, ce sont les endroits de notre planète où le carbone est réabsorbé. Des exemples, d'accord? Alors, des émissions beaucoup plus élevées dans les régions fortement industrialisées. Ah, plus trop la nôtre, hein, je vais t'expliquer. Dans les régions du monde à faible densité de population comme l'Australie et l'Afrique, la situation reste relativement bonne pendant des mois. Ah ouais, non, mais c'est sûr. Même si le CO2 ne représente que 0,04 des gaz présents dans notre atmosphère, 0,04%. Il a un impact majeur sur le dérèglement de notre... Mon Dieu. Non, c'est rigolo, moi, il me faut rire quand il faut les... Parce que vous n'avez pas remarqué comme ils ont fait Star Wars avec les planètes, avec une espèce de petit halo bleu, vous savez, genre l'atmosphère, vous voyez. Maintenant, ils reproduisent ça sur la Terre. Parce qu'avant, on l'avait pas, tu vois. Au début de l'ISS, il n'y avait pas cette espèce de petit halo bleu, tu vois, qui représente l'atmosphère. Non, et puis de toute façon, ça se peut pas parce qu'elle est à maximum 650 km. Et tu vois, l'atmosphère, je crois que ça monte jusqu'à 2000 km. Tu vois, donc du coup, elle est à l'intérieur de l'atmosphère. Donc elle peut pas filmer la Terre en dehors de l'atmosphère. Tu vois, enfin, filmer l'atmosphère de la Terre. Enfin, tu vois, la couche. Parce que du coup, elle fait partie de la couche. Parce qu'elle est à l'intérieur, tu vois, voilà. Comme un restaurant bruyant, un bruit de fond de l'univers entendu pour la première fois. Bah, il a fait le rototo. C'est parce qu'il a bien mangé. Il a fait le rototo, tu vois. Une cohorte d'astronautes, ah oui, d'accord. Bah, je sais pas trop ce que ça veut dire, a réussi à identifier pour la première fois, non, mort de rire. Je vous jure, ils ont écrit, attendez, le sérieux du truc, bfmtv.com. Attention, je vais vous expliquer le bruit dans l'univers, mais il a écrit fois. Alors, attendez, il est où? On est OK. Voilà. Le sérieux du truc. Non, il a écrit foie comme le foie. Non, mais manque de rire. Non, mais quand je vous dis, c'est un problème de digestion. Il a trop mangé. Ah ouais. Ah non, mais c'est un truc de fou. Une traque qui a duré un quart de siècle. 25 ans. Le bruit de fond émis par le tourbillon de gigantesques trous noirs a été... Eh ben oui, c'est ça. A été identifié pour la première fois par des astronomes grâce à une technique inédite de détection des ondes gravitationnelles qui ouvre une nouvelle fenêtre sur l'univers. Putain, ils annoncent... Attendez, c'est quand que j'en avais parlé, moi? Ça remonte à longtemps. Je crois que c'était sur ma première chaîne. Les ondes gravitationnelles. D'accord. Et là, c'est pour la première fois. D'accord, ça fait au moins 15 ans que j'ai lavé ma chaîne. Ah, fait bon. Ah putain, elle m'a fait rire. Rappelez ma vidéo là sur ceux qui volent les bateaux et qui les laissent en haut de la montagne.
Ben voilà. Le niveau de la mer était plus élevé qu'à ce jour il y a 6000 ans, selon une nouvelle simulation. Non, normalement tu peux. Tu vois, archéologues, ils vont au bord de la mer, parce que genre, vous savez, les grottes, que soi-disant elles ont été peintes, enfin soi-disant, qu'elles ont été peintes alors que l'eau était vachement plus basse. Donc tu vois, il y a des repères, tu vois, tu es archéologue, géologue, tu as des repères. Eh ben non, eux c'est grâce à une simulation. Les élévations à venir seraient ici sous-estimées. Ah bah oui, c'est sûr. Alors attendez, combien? Global actuel de la mer. Ah, parce que maintenant il y a un niveau moyen global actuel de la mer. Je croyais que le niveau de la mer c'était le point de repère. Maintenant on a un niveau moyen global, c'est-à-dire que l'eau n'a pas la même hauteur selon l'endroit sur Terre. Comment ça se passe? Non, parce que par exemple tu prends un gros truc, tu mets au fond des cailloux. Bon, l'eau, elle va monter, d'accord. Mais le niveau de la mer, il est toujours plat. Il prend pas la forme du caillou, tu vois. Il prend pas la forme du fond tu vois. Donc, comment tu peux dire que le niveau moyen global actuel de la mer? C'est un peu bizarre. Voilà. Non, déjà, on est mal parti. Déjà, on est mal parti. Alors, les résultats suggèrent que, contrairement à ce que l'on pensait, le volume des Islandis au cours de cette période géologique serait inférieur à celui d'aujourd'hui. D'accord? Mais quel est le rapport avec le niveau de la mer, la hauteur? La modélisation antérieure sont généralement basées sur des observations locales. Oui, d'accord, ben oui, c'est mieux. Les résultats ont révélé qu'il y a une forte probabilité que le donc GM global machin, voilà, ait été, alors, ont révélé une forte probabilité qu'il ait été de 0,5 à 1,5 m plus élevé qu'aujourd'hui, il y a entre 4000 et 8000 ans. Ah, mais tu vas vérifier, tu vois. Durant la période de la plus chaude du milieu de l'Holocène. Bon, ça, c'est encore un nouveau truc. Alors, l'Islandis, d'accord, on s'en fout. Alors, par ailleurs, nous démontrons que le retrait de l'Antarctique est en retard de 250 ans. Par rapport à la température. Ben, peut-être parce qu'il n'a aucun rapport, tu vois. Toi, contrairement à toi, peut-être que, tu vois, c'est pas par rapport à la température que la glace, elle fond. Ben, on n'en sait rien. Ces résultats semblent indiquer que les modèles actuels sous-estiment les élévations. Ah ouais, non, ouais. Donc, combien? Au cours des 125 prochaines années, sera très probablement plus rapide de 5000 dernières années. Ok. Et donc, eh bien, ils disent pas de combien. Ils disent pas parce que ça va être plus rapide, ça va être plus fort, ça va être plus oulala. Mais par contre, ils disent pas de combien. Eh ouais, non. Tu vois? En exclusivité, attention, en exclusivité Ouest France, les premiers résultats des effets du changement climatique sur le globe. Un an après son lancement, l'étude participative aux 15 000 volontaires dévoile ses résultats en avant-première pour Ouest France. Le projet derrière le globe, la recherche, ouais, je l'ai vu ça, il est sur Arte, devait étudier les effets du changement climatique, ah d'accord, sur cet étrange organisme jeune. Alors attention, il s'avère très sensible aux fortes chaleurs. Alors attention les chaleurs. Non, parce que j'aime bien des familles, des retraités, des scientifiques. Une vingtaine d'EHPAD. Hein? Non, mais des centres médico-sociaux et même des établissements pénitentiaires. D'accord? Non, mais mort de rien. Un tiers des volontaires ont rapporté leurs résultats sur la plateforme et 3500 personnes nous ont fourni des données complètes. Comment tu peux te baser? Il faut que tu vérifies toi, c'est toi le chercheur. Tu les récupères. Je sais pas comment tu peux savoir si elle leur a fourni assez à manger, si, tu vois, parce qu'il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils bouffent le truc, tu vois. 80% des blobs meurent après 6 jours de forte chaleur. Ce résultat est inquiétant, de 30 à 32 degrés. Eh oui. Mais tu n'as pas essayé, toi? Non, attends, tu n'as pas pu essayer de prendre du blob et de le mettre à 30 degrés. Tu n'as pas pu le faire. Il faut que ce soit les EHPAD, les services pénitentiaires, Non, c'est du n'importe quoi. Moi, je vous dis, c'est de plus en plus du n'importe quoi. Non, non, là, c'est vraiment du n'importe quoi, là. Comment? C'est quoi ton délire? C'est quoi tes essais? C'est quoi le délire? Tu peux pas le mettre en condition de, je sais pas, d'une cave, de machin, de trucs, de choses, dans des laboratoires, là? Il faut que tu les files à des gens. Et tu comptes sur le ramassage des informations, la récoltation des informations des gens pour te baser. Ah, d'accord, ok, ouais, oula. Ouest France, le cerveau des végétariens ne fonctionne pas comme les autres, c'est la science qui le dit. Non, on le voit. On le voit, ouais, non, on le voit. Une récente étude scientifique publiée estime que le cerveau des végétariens ne fonctionne. Eh oui. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Alors, de 18 à 90 ans, 7000 personnes, d'accord. Niveau d'étude,
différents. Les végétariens sont en moyenne plus analytiques que les omnivores qui réfléchissent plutôt de manière intuitive. Ouais, il y a encore des sauvages, c'est l'homme de Néandertal. Bientôt, ils vont te dire, ouais, ils ont des gènes plus néandertaliens que les végétariens, tu vois. Pour aboutir à cette conclusion, les deux chercheurs ont fait passer un test de réflexion cognitive en ligne au sujet de l'étude. L'objectif, déterminer si le régime alimentaire joue un rôle important dans la manière de réfléchir. Alors, Laurent Beg, ça commence bien le truc, donne un exemple de problème posé lors du test. Alors, est-ce que vous êtes intuitif, néandertalien, ou est-ce que vous êtes végétarien, c'est-à-dire analytique? Une batte et une batte de baseball coûtent ensemble 1,10 €. Une batte. Alors, la batte coûte 1 € de plus que la balle. Ouais, alors déjà, ils se sont trompés parce qu'ils ont mis une batte et une balle de baseball coûte ensemble 1,10 €. La batte coûte 1 € de plus que la balle. Combien coûte la balle? Donc déjà dans l'énoncé, il y a une faute. Parce que c'est pas une batte, c'est une balle. Voilà. Non, mais lol. Déjà, si ton sujet serait bon, tu vois, déjà, on aurait pu répondre à la question. Non, mais... Alors, si c'est ça qu'ils ont posé, ouais, alors, pensez-vous avoir trouvé la bonne réponse? Mais on peut pas, parce que du coup, on n'a pas toutes les données. Parce que tu nous parles d'une batte et après tu nous parles d'une balle. Donc du coup, déjà, c'est compliqué, tu vois. Ouais, moi, c'est les trucs, ça, j'arrive pas à répondre, je me fous, en fait. Non, mais c'était 16 centimes. C'était pas 10 centimes, mais 16 centimes. Alors déjà, pour une batte baseball, alors déjà, une batte-balle, ok, erreur. Et en plus, une batte de baseball à 1,10 € et une balle à 5 centimes, tu sais, ça n'existe pas, en fait. Voilà. Non, je t'explique. Les conclusions d'une étude scientifique menée par la physicienne Agnès Dewey a permis de mieux appréhender certains mystères que renferme le noyau de la Terre. Oh, mon Dieu, hexaferum. Ah, alors attendez, on va avoir une nouvelle théorie. Donc ça, c'est Géo. Le matériau qui constitue le noyau de la Terre recréé par des physiciens. Ah ouais, non, je vous dis là, on est parti sur... Ouais, c'est même plus... Ah ouais, non, parce que du coup... Le noyau de la Terre renferme encore bien des mystères. Ah ben oui, c'est sûr, on pourra jamais y aller, donc on pourra jamais savoir ce que c'est. Non, mais celui-ci serait notamment constitué de matériaux qui a récemment fait l'objet de recherches. Plus précisément, des physiciens sont parvenus à synthétiser des cristaux qui le composent. Ah non. C'est servi d'une enclume en diamant. Un dispositif expérimental qui permet de soumettre le matériau à des températures et à des pressions très élevées pour réaliser certaines mesures physiques. L'objectif, presser le fer pour lui faire prendre la forme de celle que l'on peut observer dans les profondeurs de la Terre. Je sais pas quoi vous dire. Je reste perplexe. Ouais, non. D'accord, elle a pris un bout de fer. D'accord. Elle a pris un bout de fer, elle l'a mis dans ce truc de diamant. Et elle a dit, voilà, c'est comme ça au centre de la Terre. Ok. Non, c'est bien. 13 citrons. Une start-up française lance la clim qui consomme 5 fois moins d'électricité sans unité extérieure. Ouais, après, je sais pas si le choix de l'emplacement est bien... Tu vois? Parce que du coup, ils l'ont mis comme ça. Je sais pas si tu es obligé de le mettre comme ça. Tu vois, sur le mur. Tu vois? Voilà. Bon, ça fait rétro, tu vois, mais bon. Enfin, ça fait style rétro, parce que ça fait pas rétro, ça fait pas rétro bizarre. Une start-up française est en train de déployer un climatiseur révolutionnaire, bon, on n'en a pas entendu parler, hein, qui pourrait bien avoir trouvé la solution à presque, ah d'accord, tous les problèmes que pose une climatisation, d'accord. Alors c'est Kaili Energy. Ce système de refroidissement utilise un principe simple qui permet de souffler de l'air frais en utilisant de l'air et de l'eau. D'accord. La machine consomme, oui mais l'eau. Et ouais, non, mais l'eau, parce qu'on la paye aussi, tu vois, mon chéri. Non, fait, à part si tu récupères de l'eau de pluie, mais il faudra quand même raccorder le système de refroidissement mural à l'électricité. Ok.
Mais la plus grande contrainte ici est de disposer d'un raccordement à l'eau courante. C'est-à-dire, tu veux mettre la clim dans ton salon, tu es obligé de tirer le tuyau d'eau. Non, c'est bien, écoute. Non, les mecs, ils vont être... Alors, ça, c'est bien quand tu fais la rénovation, tu vois, au pire. Mais bon, la clim, tu vas pas la mettre dans la cuisine, tu vois, ou tu vas pas la mettre dans la salle de bain, tu as vu, donc tu vas la mettre dans le salon, dans les chambres, tu vois, et tu vas pas tirer l'eau. Non, mais mort de rire. Car si le système utilise beaucoup moins d'électricité, il consomme tout de même une demi-litre à 2 litres d'eau par heure. Bon, allez. Ah non, j'aurais dû la regarder pour la fin, c'est là aussi. Ah non, mais ils sont fatigués, les gens, mais ils ont un problème. National géographique, des chercheurs sont parvenus à forer le manteau terrestre. Oh, eh ouais, parce qu'ils n'étaient pas arrivés depuis. Eh oui, c'était 13 km, je crois. Vous voyez, j'étais pas loin, 12,2. Voilà. Il s'agit du puits SG3. Ah, je croyais que c'était SG, la porte des étoiles. Sur le site de forage de Kola en Russie. Eh ouais. Pour comprendre et expliquer des mécanismes comme la tectonique des plaques. Eh ouais. Parce que de coup, ils t'expliquent un truc, mais qu'ils n'ont pas compris. Tu vois, c'est là que tu comprends. C'est une histoire de comprendre. Pour comprendre et expliquer. Tu vois. Voilà, c'est surtout pour comprendre. Oui, parce que du coup, ils t'expliquent un truc qu'ils n'ont pas compris. Voilà. C'est un peu comme la gravité. Alors, se sont concentrés sur les indices qui ont été disséminés par la vie géologique. Ah oui, mais tu ne sais rien comment la Terre, elle a évolué, en fait. Donc, tant peut-être tout ce qui était à l'intérieur, c'est passé à l'extérieur, et inversement proportionnel, et donc du coup, tu te retrouves avec des trucs un peu chelous, tu vois. Et toi, tu essayes d'expliquer ça, alors qu'il n'y a rien expliqué, en fait. Entre 2007 et 2015, le massif a fait l'objet de 3 expéditions de forage. Ok. Alors, la formation de la croûte océanique. D'accord. Entre 5 et 200 km sous la croûte terrestre. Bon, ils n'en savent rien, hein, parce que du coup, ils ne sont pas forés. Hein. Alors, les échantillons prélevés sur plus de 1 km, d'accord, jusqu'à des températures d'environ 200 degrés se présentent sous forme de carottes rocheuses. Ok. À obtenir en raison de l'agencement géologique particulier de cette région de l'Atlantique. L'exposition est assez courbée, ce que nous voyons verticalement était horizontalement à l'origine. Tu vois, je t'ai dit, c'est chelou ce qui se passe. Alors, les tout premiers résultats suite à l'étude ont révélé en profondeur une présence de péridotite, d'otite, caractéristique des couches supérieures du manteau. Ça sert rien en fait. Bon, ok, on continue. Ah, c'est tout. Ah, alors attendez, non, tu hallucines ou ils ont foré qu'à 1 km, mais comme ils ont trouvé des trucs qui ressemblaient... Non, c'est pas possible. Non, attendez. Le premier constat est que cette roche n'est pas seulement présente en surface, là où il y a un contact de la croûte avec de l'eau de mer, elle est également présente plus en profondeur dans le manteau supérieur, et là on ne s'attend a priori pas à trouver de contact avec l'eau. En regardant plus en détail les échantillons prélevés à différentes profondeurs, les scientifiques ont découvert qu'il y avait une multitude de paliers de la croûte au menton de manteau présentant des strates de serpentine. Non, mais attends, mais tu as creusé jusqu'à où alors? Non, non, parce qu'attendez. Le forage réalisé à des fins exclusivement scientifiques a fait l'objet de planification. Oui, d'accord. Et donc? Ah non, non, ils ont 1 km. Mais dans la dorsale. D'accord. Oula, c'est compliqué maintenant hein, de lire des articles. Ah oui, non, non, ça devient très compliqué parce que franchement, ils vous racontent tout et n'importe quoi. Non, non, les mecs, ils savent ce qu'ils savent. Ils ont foré plus profond parce qu'en fait, ils ont foré dans une dorsale. Et donc, ils disent dans la dorsale, ils ont trouvé quelque chose. Et donc, du coup, c'est ce qu'il y a à 200 km. Cette nouvelle approche de la relativité générale donne des cheveux aux trous noirs. Les trous noirs, ces objets célestes. Alors, 3 paramètres suffisent pour les décrire: leur masse, leur charge électrique et leur vitesse de rotation. Alors, que cette simplicité pourrait être remise en question grâce à une autre approche de la relativité générale, la théorie de la relativité générale, formulée par Albert Einstein, repose sur la courbure de l'espace-temps. Tout objet ayant une masse ou une énergie courbe l'espace-temps autour de lui. Cette courbure dicte ensuite comment ces objets se déplacent. Mais il existe une autre manière de voir la relativité, appelée gravité téléparallèle, qui se concentre sur la torsion de l'espace-temps plutôt que sa courbure. Ah ouais, non. Les deux approches sont mathématiquement équivalentes, mais la gravité téléparallèle offre de nouvelles perspectives théoriques. Ah oui, non mais c'est sûr. Une équipe de physiciens théoriciens a récemment exploré comment cette approche pourrait affecter la calvitie des trous noirs. Ah oui, non, parce qu'ils ont une calvitie. Ah oui.
Le résultat final est que ces champs scalaires, lorsqu'ils sont examinés à travers le prisme de la gravité téléparallèle, donnent au trou noir des cheveux. Ces cheveux sont en réalité un champ scalaire. Oui, champ électromagnétique en fait. Non, je vous explique parce que bon, du coup, ouais. Oh, celui-là, il m'a fait rire. Non, celui-là, il m'a fait rire. fr.news.yahoo.com. Il y a de la vie sur Mars, mais on l'a peut-être tué il y a 50 ans. C'est-à-dire qu'il y avait de la vie, alors peut-être un petit bout de vie, enfin, bon, tu vois. Et en fait, on s'est posé juste là où il y avait la vie, on l'a tué. Eh ouais, il y a 50 ans. Il y a 50 ans, on est allé sur Mars. Non, je sais pas. Cet astéroïde, alors attendez. La seule fois où une trace de vie aurait été détectée sur Mars, elle aurait été tuée par l'humain. Non, c'est grave. Non, c'est grave. Ah, ben elle est toujours rouge. Dans une chronique publiée, d'accord, il raconte, en 1976, la NASA a envoyé 2 atterrisseurs vikings sur la planète rouge, équipés d'instruments qui ont mené les seules expériences de détection de vie jamais menées sur notre planète. L'un d'eux de... Enfin, maintenant, ça va, il y a Elon Musk. Et la voiture d'Elon Musk qu'il a envoyée sur Mars, on en est où? Non, est-ce qu'elle existe toujours? Non, parce qu'ils nous avaient fait un caca nerveux avec leur voiture en carton-pâte, là. Et on n'a plus de nouvelles. Ah ouais, non, on n'a plus de nouvelles de la voiture. Elle s'est désintégrée dans le vide, à moins de 240 degrés. Ah oui, non, mais je te jure. L'un d'eux devait tester la saleté martienne à la recherche de traces de molécules indiquant la présence de vie. Comme elle explique, d'accord, à l'époque, les résultats de ces tests étaient très confus et le reste. D'accord. Un de ces tests avait révélé la présence de substances organiques chlorées, mais les scientifiques des années 70 pensaient qu'il s'agissait d'une contamination par des produits issus de la Terre. Et donc, ils ont détruit les échantillons, c'est ça? Ah non. Par la suite, d'autres agents spatiaux, mais ils n'ont pas conservé. Ouais, c'est un peu comme la Lune. Ah ouais, les rochers, c'est pas les mêmes. Ah ouais, non, ils ont été desséchés par le transport. Ah ouais, peut-être là aussi, du coup. L'atterrisseur Phoenix de 2008 a révélé l'existence de composés organiques sur la planète, ce qui a été depuis confirmé par le rover Curiosity Perseverance. Certaines expériences menées par les Vikings ont pu détruire ces éléments de vie. C'est le Canada. Oui, parce qu'il n'y en avait que là. C'est-à-dire, le mec, il a dû... allez, un petit verre, tu vois, de 20 centilitres de terre. Et en fait, c'était le seul endroit où il y avait de la vie sur Mars. Ouais. C'est quoi, hein? La poussière du sol de la planète rouge est en effet composée d'oxyde de fer. Ouais, c'est sûr. De rouille. Elle est toute rouillée. Ah non, ah non. Alors, la Lune, elle prend l'eau. Mars, il rouille. Non, non, mais il y a des soucis, hein. Oui, non, non, moi je vous dis, il y a des soucis. Bon, ben voilà, ben écoutez, on a fini sur ça. Non, non, mais mort de rire. Donc voilà, on a tué la seule trace peut-être de vie sur Mars. Mais vraiment, je vous jure, hein. C'est horrible. Des micro-organismes tués comme ça. Minute de silence. Non, mais moi j'en peux plus, me fatigue. Bon ben voilà, ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura informé. N'hésitez pas à liker, vous abonner, laissez un commentaire si vous en avez envie. Et passez un bon week-end. Faites attention à vous, prenez soin de vous, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.